Sur les fiches de synthèse, nous voyons ce soir les amplificateurs opérationnels et les circuits logiques. C'est la vidéo numéro 8, la page 75 du cours qui est ici au format HTML. Dans la vidéo, vous allez voir, il y a beaucoup de sujets qui ne sont pas au... Enfin, c'est au programme de l'examen, mais il n'y a pas de questions à l'examen. Donc, on regardera rapidement sur le document HTML, mais les principales questions vont porter sur les amplificateurs opérationnels et très peu vont porter sur les circuits logiques. Et puis sur la vidéo, à la fin, il y a une petite manip avec des amplificateurs opérationnels. Enfin, avec un amplificateur opérationnel, ça vous permet de mieux comprendre comment fonctionne ce petit circuit. Un amplificateur opérationnel, c'est quoi? C'est un circuit intégré déjà, donc on n'a pas à connaître le fonctionnement interne de l'ampli-op. Voilà, généralement c'est sous forme de petits circuits intégrés à 8 pattes. Et donc dans les 8 pattes, j'en ai au moins 5 qui sont connectés au boîtier. Et puis souvent il y a 2 autres pattes dont on ne parlera pas ce soir, mais dont on parle dans la vidéo de détail. Comment ça fonctionne? On a alors déjà le schéma, c'est un triangle comme ça, où on a systématiquement indiqué l'entrée inverseuse et l'entrée normale, positive. Ici donc le moins et le plus. On a donc un triangle comme ça. Souvent, les alimentations, elles ne sont pas indiquées. Sur le schéma, ça ne sert à rien. Et ici, on a la sortie sur la pointe. Quelquefois, on indique ici que c'est une sortie différentielle, mais on sait parfaitement qu'un ampli-op, c'est une sortie différentielle. Ce qui, évidemment, il n'y a jamais dans les schémas, c'est comment c'est foutu à l'intérieur. Et la conclusion de tout ce schéma-là, c'est que lorsque la tension sur l'entrée négative est supérieure, enfin est inférieure à la tension sur l'entrée normale, donc si tout va bien, hein, si ça c'est bien ou moins et ça c'est bien ou plus, eh bien l'alimentation là de la sortie, elle est reliée ici à l'alimentation positive. Si c'est faux, c'est relié à l'alimentation négative. Et la moindre petit écart que l'on peut avoir ici entre mes 2 entrées, ça fait basculer d'un côté ou de l'autre l'alimentation en sortie de mon circuit. Ça, c'est le principe. L'impédance d'entrée de mon ampli-op est infinie. Ça veut dire que je n'ai jamais de courant dans l'entrée, dans une des 2 entrées, enfin dans les 2 entrées de mon ampli-op. Les courants sont toujours nuls, si bien que je n'ai que de la tension. Et c'est pour ça qu'on dit que l'impédance d'entrée est infinie. Alors, infinie, c'est toujours compliqué. Mais dans la vraie vie, voilà, quand on obtient 1 million d'ohms, c'est une valeur tout à fait normale. 1 million d'ohms, c'est quand même pas mal. Imaginons qu'on ait 1 volt en entrée, on va avoir moins d'1 microampère en courant dans le circuit. Donc c'est très très faible. Comme j'ai ma sortie ici qui est connectée au plus, à l'alimentation plus ou à l'alimentation moins selon ici ce que j'ai ici en tension en entrée, j'ai un gain en tension qui va être infini. C'est-à-dire que le moindre petit écart que j'ai ici va se retrouver ici en basculer soit sur la tension à ligne plus, soit sur la tension à ligne moins. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on a un gain en tension infini. Et
comme ici mon circuit il est relié directement à la ligne plus ou à la ligne moins, bah, j'ai peu de résistance, et donc pour ça qu'on dit j'ai une impédance de sortie qui est faible, moins d'un ohm, et même quelquefois c'est de l'ordre de la dixième d'ohm, donc c'est très faible. Alors vous me direz, ben, à quoi ça sert ce joli circuit? Eh bien ce circuit, quand on le monte d'une manière particulière avec deux résistances, première résistance ici, la résistance d'entrée, puisque ici c'est mon signal d'entrée, ça c'est ma résistance d'entrée, sur lesquelles bah, j'ai ma tension, enfin j'ai mon entrée justement, et ça c'est la résistance de contre-réaction, qui est très importante, qui est systématiquement reliée d'un côté à l'entrée inverseuse et de l'autre côté à la sortie de l'amplificateur opérationnel. Ça, c'est le système qui va faire en sorte que mon système va se stabiliser. Il va se stabiliser comment? C'est que l'ampli-op va chercher un équilibre de telle manière que la tension que l'on a ici en N soit strictement identique à l'entrée qu'on a ici en P. Donc ces deux tensions-là, à terme, lorsque le système cherche son équilibre, et il le trouve très rapidement, eh bien ces deux valeurs, ces deux tensions seront strictement identiques. Donc ce qui est en bleu ici, c'est les tensions, donc c'est pour expliquer la manière dont ça fonctionne. Et la conclusion de ce montage, c'est que la tension ici va être proportionnelle ici aux deux résistances R2 et R1. Et précisément, la tension, le gain, puisque le gain, on va appeler ça un gain comme pour le transistor, à la différence du transistor, là c'est que c'est un gain en tension, alors que pour le transistor c'est un gain en intensité. Ce gain, c'est donc le rapport R2 divisé par R1, et on rajoute le signe moins devant, puisque le montage est dit inverseur. Donc j'inverse ma tension. Si ici j'ai une tension positive, ici j'aurai une tension négative, et inversement. Donc ici, voilà les formules, les quelques formules qui vont vous permettre de calculer le gain d'un ampli-op. Donc ça c'est le montage inverseur qui, alors c'est pas écrit dans le texte, mais voilà, c'est le montage fondamental. Il existe d'autres montages évidemment. Donc, par exemple, le non inverseur, alors à la différence, c'est que l'entrée là, elle est sur l'entrée normale, non inverseuse, et du coup, l'entrée qui était ici devient, enfin, est maintenant reliée à la masse. La différence entre les deux systèmes, c'est que du coup, ici, comme je suis sur l'entrée positive, eh bien, j'ai un gain en tension qui n'est plus inversé, et donc ça devient positif, mais comme j'ai cette tension ici sur ma borne, je rajoute cette tension. C'est pour ça que je rajoute plus 1. Donc ça, c'est le non inverseur. Les autres montages là ne sont pas, il n'y a pas de question à l'examen. Là, je vous les présente. Le soustracteur, donc vous avez une entrée négative, une entrée positive, et donc en sortie, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Intégrateur, donc là il y a un condensateur qui sert de contre-réaction, et l'amplificateur opérationnel va remplir le condensateur lorsqu'on a une tension positive et le vider lorsqu'on a une tension négative. Donc c'est un montage qui est intéressant, qu'on va retrouver parfois à des endroits auxquels on ne pense pas.
Ici, vous avez un filtre, RC, donc résistance condensateur. Voilà, et donc ça permet de faire un filtre de bande, un filtre, et qu'on peut éventuellement, enfin R et C là ne sont pas obligatoirement de la même valeur pour avoir une largeur de bande passante un peu plus grande. Et enfin, je vous en avais parlé rapidement quand on avait parlé des amplificateurs avec les transistors. Et donc on a l'amplificateur en classe D, où là on utilise essentiellement des ampli-op. L'idée là, c'est que en sortie, on a une impulsion variable, donc dont la largeur ici varie, et lorsqu'on rajoute ici un filtre passe-bas, à la suite de ce filtre passe-bas, on retrouve presque le signal qu'on a en entrée ici. L'avantage de cet amplificateur, c'est que il a un rendement qui est très important, puisqu'en fait, soit je marche pas. Donc il a un rendement qui est très important. Le problème, c'est qu'il génère énormément d'harmoniques, puisque là, c'est du signal carré qui sort, et c'est pas très bon pour les harmoniques. Voilà, donc ce qui est important de se souvenir, c'est juste le montage ici non inverseur qu'on va voir dans les questions d'examen. Il faut le reconnaître. Traitement numérique du signal. Alors, à ce jour, je n'ai vu qu'une seule question. Donc peut-être faire l'impasse là-dessus. Alors, je n'ai vu qu'une seule question et je ne l'ai vu qu'une seule fois. Voilà, donc... alors, j'ai quelques questions dans examen, puisque les circuits logiques et le traitement numérique du signal sont au programme de l'examen. Pour autant, encore une fois, je n'ai vu qu'une seule question. Voilà, donc rapidement, donc déjà, premièrement, les circuits logiques, c'est quoi? Ce sont des opérateurs binaires, donc on utilise les 0 et les 1 de position uniquement. Et une porte, les portes logiques, en fait, il y en a 3, plus une fonction logique qui est la fonction non. Donc la fonction est, pour que j'ai en sortie 1, il faut que j'ai en entrée la valeur 1 sur A et sur B. Les deux. Et donc quand on regarde la table de vérité, c'est en fait je regarde les différentes possibilités des différentes combinaisons. Là en l'occurrence j'en ai 4 parce que j'ai 2 entrées. Donc soit les 2 entrées à 1 ou les 2 entrées à 0. A à 1, B à 0 ou A à 0, B à 1. Et donc la logique de ma porte est, j'aurais dû me mettre comme ça, la logique de ma porte est, eh bien, c'est lorsque mes 2 portes sont à 1, j'ai 1 en sortie, et si j'en ai une seule qui est à 0, eh bien, tout est à 0. La porte OU, bah, c'est un peu sa petite sœur, mais sauf qu'elle est complètement inversée. Pour que j'ai 1 en sortie, il faut que j'ai 1 sur A ou sur B ou sur les deux. Mais évidemment, si j'ai 0 sur les deux, bah, j'ai 0 en sortie. La porte non, elle, alors en fait, ça c'est non et, donc j'ai inversé ici la logique de la sortie, c'est ce qu'on appelle aussi une porte inverseuse. Et donc j'ai inversé à partir de ce petit rond, là je l'ai inversé, et donc là on voit bien que la logique elle est complètement inversée, donc c'est une porte non et. Je peux aussi mettre le non ici sur mes entrées, c'est-à-dire que je dis c'est non A.
ou non B. Voilà, donc on a la même logique, ce petit rond, et en fait il inverse la logique d'une porte. Et enfin, on a la dernière porte, la porte ou exclusif, et cette porte est à 1 si j'ai une seule entrée à 1. Si j'ai plus d'une seule entrée à 1, eh bien ça revient à 0. Voilà. Donc voilà ce que l'on peut dire sur les portes logiques. Voilà. Encore une fois, il n'y a qu'une question, donc on va peut-être se calmer. On peut très bien faire l'impasse. Et à ce jour, aucune question sur le traitement numérique du signal, même si c'est au programme de l'examen depuis maintenant 2 ans, 2021. Donc ça va bientôt faire 3 ans. Et on en arrive donc aux séries. Donc 3 séries sur ce chapitre. La 85 où on ne parle qu'évidemment que de ce que l'on a vu là ce soir. La 86 où on reprend tous les chapitres de 5 à 8, donc les diodes jusqu'à ce chapitre-là, où on voit toutes les questions qu'il y a eu. Et tout seul, vous pouvez faire la 87 où on reprend depuis le début, depuis le chapitre 1. Alors, hop. On va faire la 85. On commence. Alors, j'aurais dû préparer aussi, mais je reviendrai dessus après. Alors, dans un amplificateur opérationnel, les impédances d'entrée sont infinies. Ça me va bien. On a une seule borne d'entrée, non, on en a 2. Le gain en tension, le gain de tension en sortie est nul, non, il est infini. Et le gain d'intensité en sortie est faible. Alors on n'en a pas parlé du gain en intensité, mais effectivement, comme j'ai pas d'intensité ici en entrée, le gain en intensité, lui, bah, du coup, il est fort. Et ben, on en arrive tout de suite à la première question sur ce schéma. Et donc, le gain en tension, donc on a R2 ici 33 kg, l'entrée ici 1000, donc on a ici un rapport de 33, hein, puisque 1000 c'est 1 kilo ohm. Donc on a un rapport de 33, mais comme on est sur un amplificateur inverseur, hein, puisque j'ai mon entrée normale est reliée à la masse, et que mon entrée ici, elle est sur l'entrée inverseuse, le gain est donc de moins 33. Bon, bah, on continue, hein, 33 kg, 2,2 kΩ. Bah, on prend éventuellement la calculette, hein, mais à vue de nez comme ça doit donner dans les 15. On va vérifier quand même à la calculette si vous préférez, mais voilà, ça devrait pas trop poser problème. Alors la calculette, elle est où? Ah ben elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée. Hop.
Voilà ma calculette. Et donc si je fais 33 divisé par 2,2, ah, si je fais moins, ça va pas aller. 33 divisé, delete, voilà, 33 divisé par 2,2, ça me fait 15, et plus précisément moins 15. D'ailleurs, 15 n'était pas dans les réponses proposées, puisqu'encore une fois, on est bien sur l'entrée inverseuse. Valeur du gain, bah là, 4,7, 1, moins 4,7. Quel est le gain ici? Bah, 500 divisé par 100, moins 5. Bah, c'est toujours les mêmes trucs. Hein. Quel est le gain en tension de ce montage? 10 kg, 10 kg. Donc, j'ai pas de gain, c'est moins 1. Donc, si j'ai 1 volt, par exemple, ici, bah, j'aurai moins 1 volt en sortie. Et ce qui est logique, puisque ici, je dois obtenir 0 volt. Si j'ai 0 volt ici, puisque ici, j'ai ma basse, donc ici, je dois avoir 0 volt, et si j'ai 1 volt ici, comme je n'ai pas d'intensité qui va rentrer dans l'ampli-op, toute l'intensité va traverser, bah, automatiquement, si j'ai 1 volt ici, je vais avoir aussi 1 volt sur cette résistance, et donc si j'ai 1 volt ici, 0 volt ici, bah, je ne peux avoir ici que moins 1 volt. Quel est le gain en tension de ce montage? Donc 500 ohms moins 1,5, alors c'est pas, en l'occurrence là le gain c'est plus un rapport mathématique, et le gain c'est donc 1 tiers, hein, c'est 5 divisé par 500 divisé par 1500, donc c'est 1 tiers, mais c'est moins 1 tiers. Gain de ce circuit, alors 75 divisé par 15, ça me fait 5, donc ça me fait moins 5. Vous voyez, c'est toujours les mêmes questions. Hein. Gain en... Alors, tension en sortie maintenant. Tension en sortie. Donc j'ai bien une tension ici de 0,2. Ici 47 kOhm et finalement 1 kOhm. Donc j'ai un gain de moins 47. Moins 47 multiplié par 0,2 volts, ça me fait moins 9,4 volts. On peut le faire à la calculette, mais c'est... voilà. Alors, hop, assez. Alors, là, je vais utiliser que des kiloohms. Donc, je fais 47 divisé par 1. Ouais, ok, ça me fait 47. Que je multiplie par 0,2 et ça me donne bien 9,4, sauf qu'il faudrait ici que je multiplie par moins. Hop, 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 toc, ah, raté. Alors, si ça veut bien aller, ah bah alors, il ne veut pas y aller. Delete, voilà. On recule d'un cran. Voilà. Et on recule d'un cran. On met un moins devant. Et hop. Voilà, donc on peut utiliser cette formule-là si on veut, mais voilà, et donc ça me donne moins 9,4. Quelle est la tension en sortie? Donc ici 2515 000. Alors là on va le faire à la calculette parce que ça on peut se planter assez facilement.
Alors, je fais moins, j'ouvre ma parenthèse, 2500, divisé par 15, exposant 3. Je ferme ma parenthèse et je multiplie par 0,3, 0,3. Voilà, donc ça c'est ma réponse, et donc enfin, la formule qui me permet de calculer, et la réponse est donc 50 millivolts, moins 50 millivolts. Alors, moins 50 millivolts, ça y est pas, ça commence bien. Donc je vais utiliser, donc je transforme cette valeur là, je décale ma virgule de 3 crans, et ça me donne 0,05 volts. Hein, ne pas se planter ici avec le 0,5 qu'on a ici. Alors ça, c'est une question de mon cru, ça, 21 165, c'est une question de mon cru. Pour obtenir un gain en tension de moins 5, quelle résistance R doit-on mettre? Donc pour faire un gain de moins 5, il faut que j'ai ici 25. Hein, moins 25 divisé par 5, ça va me donner moins 5. On va fermer ça. Pour obtenir un gain de moins 3, quelle résistance R doit-on mettre? Eh bien ici, on doit mettre une résistance 3 fois moindre que celle de 20, donc 6,666. Allez, j'ai 6,6, ça me va bien. Et encore une fois, c'est une question de mon cru, mais qui pourrait très bien être posée un jour à l'examen pour, voilà, pour montrer que vous avez bien compris comment fonctionnait un ampli-op. Alors là, on en arrive à des présentations de circuits un peu particulières, puisque là, évidemment, on ne retrouve absolument pas ce que l'on a vu soit ici dans ces questions-là. Mais donc pour ça que c'est un peu tordu. Ici, on voit bien que l'entrée ici, elle est sur l'entrée non inverseuse. Donc on va être dans ce type de montage-là. Et quand on regarde ici le montage, on voit bien que il y a bien la résistance de contre-réaction ici sur l'entrée inverseuse, et ici une résistance, une deuxième résistance vis-à-vis de la basse. Donc on a bien cette configuration, évidemment c'est pas dessiné de la même manière, mais on a bien la même configuration que le non-inverseur. Donc ici mon gain c'est 33 divisé par 22, c'est-à-dire 1,5, plus 1. Donc 2,5. Je valide. Quel est le gain en tension? Là, c'est exactement le même circuit que précédemment, avec des valeurs différentes, bien entendu. On va faire ça à la calculette, parce que c'est un peu tordu quand même. Hop. Alors, c'est donc 33 000 que je divise par 2,2 exposant 3, et donc ça me fait 15. Donc j'ai bien 15, mais n'oubliez pas qu'il faut rajouter plus 1. Parce qu'évidemment 15 y est, mais quand on est en non-inverseur, on rajoute 1. Quel est le gain? Donc ici, 4,7 divisé par 1000, enfin
4700 ohms divisé par 1000, ça fait 4,7, plus 1, 5,7. Et vous voyez, tout ça, ce sont des questions de... Enfin, les séries 20 000, c'est des questions de la NFR. 21 000, c'est les miennes. Encore une question avec un schéma un peu improbable. Encore un non-inverseur. Hein, on reconnaît, alors évidemment, c'est... voilà, faut redessiner pour retrouver ces petits, mais ça marche bien. Et donc là, la contre-réaction, c'est celle-là. Donc c'est 2,5 divisé par 7,5. Donc ça me fait 1 tiers plus 1. Donc 1,33. Voici les questions. Alors ça c'est de mon cru, 21 000 c'est de mon cru. Et donc on demande quelle est la fonction réalisée. Ben, c'est une fonction inverseur ou une fonction non. Hein, le petit rond là, ben, c'est une fonction inverseur puisque de 1 j'ai 0 et de 0 ça me donne 1. Donc c'est une fonction inverseur. Voici la question, la seule question que j'ai vue, très tordue quand même. Que représente ce schéma? Alors, il se trouve que la personne qui a eu ce schéma-là bon, est un électricien, un électronicien, un ingénieur électronicien voilà, qui connaissait son sujet. Et donc, il l'avait vu en cours, mais voilà. Donc ça, c'est une porte XOR faite avec des portes et, enfin 2 portes et, porte ou. Et là, vous voyez, il y a une fonction non sur cette entrée-là, une fonction non sur cette entrée-là. On verra dans le corrigé comment on arrive à trouver la fonction ou. Enfin, la fonction non ou, pardon. Encore une question de bon cru. Quel est le circuit logique possédant cette table de vérité? Donc, j'ai 1 si j'ai mes 2 entrées à 1, donc c'est une porte et. Encore une fois, une question de mon cru. Quelles sont les valeurs des entrées de cette porte logique? Donc là, c'est une porte non et la sortie est à 0. Et pour que la sortie soit à 0, il faut que les 2 entrées soient à 1. C'est la logique inverse. Hein, la non et, hop, la voilà. La non et, pour que la sortie soit égale à 0, il faut que mes 2 entrées soient à 1. Donc E1 à 1, E2 à 1. C'est celle-ci. Voulez-vous continuer? Oui. Et on a tout bon. On va faire le deuxième exercice. Alors, hop, choix d'une série. La 86. Que l'on commence tout de suite. Et donc là, on revoit tout ce que l'on a vu. J'aurais dû préparer ici ma synthèse. Texte synthèse, la voilà. Ok. Et on va descendre sur les diodes. Nous y voilà. Alors on commence tout de suite par le montage de l'alimentation qu'on a déjà vu un nombre de fois
pas incalculable, mais presque. Donc ici, on a un transfo, donc 300 volts au primaire, 3000 spires au primaire, 200 spires au secondaire. Donc, ce qui veut dire que là, je ne sors quand même pas ma calculette, parce que si je vois 3000 et 200, enfin 3000 spires pour 300 volts, ça veut dire que j'ai 10 spires par volt. Donc ici, je vais avoir 20 volts sur mon secondaire. 20 volts et j'ai ma diode qui va redresser puis derrière mon condensateur, si bien que je vais transformer mes 20 volts en une tension crête. Donc mes 20 volts qui sont efficaces, je vais la transformer en tension crête, donc je multiplie par 1,414 et 20 fois 1,414, ça me donne 28,28 ou 28,3. Composants ne figurant pas dans un bloc d'alimentation. Un filtre à condensateur, bah si, j'en ai un. Alors il est où? Il est là, c'est un filtre à condensateur. Un filtre à inductance, alors c'est un bloc d'alimentation, n'oublions pas. Or, dans la réglementation, on me dit que je ne dois pas renvoyer dans le réseau d'alimentation électrique des perturbations. Ce qui veut dire que je mets un filtre secteur, même s'il n'est plus obligatoire, même si sa possession n'est plus obligatoire dans une station, je vais être obligé d'en avoir un sur le primaire du transfo, enfin sur l'entrée du transfo, pour éviter que la HF ne remonte à travers le transfo jusque dans l'alimentation secteur, et donc que je foute le cirque et chez moi et chez les voisins. Donc j'ai besoin d'un filtre à inductance. Un filtre secteur, c'est un filtre à inductance. En revanche, la bobine, en elle-même, n'a pas grand intérêt. Une diode, il y en a besoin. Donc quel est le composant ne figurant pas dans un bloc d'alimentation? C'est la bobine, même si quand on parle de filtre à inductance, dedans, fatalement, il y a une bobine. Mais la bobine en elle-même, seule, voilà, il y a quelques composants autour de ce filtre à inductance. Un transistor bipolaire. Alors, le transistor bipolaire, le voilà. De quoi est-il composé? Un émetteur, une base, un collecteur. Bah, ça me va bien. C'est la première réponse. Les autres, une source, un drain, une porte. C'est pas ça, ça c'est le fait. Un cathode, anode, une grille, c'est plutôt une triode. Et cathode, anode, gâchette, c'est plutôt un thyristor ou un triac. Quel est le transistor alimenté correctement? Alors, déjà, la flèche indique toujours où est la masse. Donc là, la masse est là. C'est pas génial, parce que la masse, elle est ici sur la base, qui est par définition une tension médiane entre le collecteur et l'émetteur. Donc c'est pas le 1. Schéma numéro 2, la masse, là, elle est à l'opposé du sens de la flèche, donc c'est pas bon. Schéma numéro 3 est dans le bon sens, là. Schéma numéro 4, elle n'est pas dans le bon sens. Donc, il n'y a guère que le schéma numéro 3 qui me va bien, et ça correspond ici au schéma que j'ai ici sur le cours. Coup de chance. Donc, c'est le schéma numéro 3. Et on arrive au calcul d'intensité collecteur. Alors, petite calculette. Hop.
AC, on efface tout. Alors 120 exposant moins 6 multiplié par 150, le gain. Et donc ça me donne le courant collecteur 18 milliampères. Est-ce que j'ai 18 milliampères? Non. J'ai 18, 12, 18, 1, mais c'est des microampères, donc c'est pas bon. 18, 12, c'est pas bon. Par contre, j'ai 18 000 microampères. Ça me va bien. Pour 0,018, enfin 0,18 ampères, c'est pas bon, ça serait 0,018. De toute façon, je peux pas avoir deux bonnes réponses. Quel est le courant de base? Donc là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que je prends mon courant collecteur que je divise par le gain 90. 18 exposant moins 3 que je divise par 90. Ça me fait 200 microampères. Yes. J'ai la réponse, 200 microampères. Un transistor unijonction. Ah, on revient sur mes transistors. Alors, montage des transistors. Voilà, le transistor unijonction qui est ici est composé de un émetteur et deux bases. Yes, puisque c'est aussi ce que l'on appelle le transistor à deux bases. Vous avez son schéma ici. Les autres réponses, une base, un émetteur, un collecteur, ça c'est le transistor unijonction. Anode, cathode, gâchette, c'est le thyristor ou le triac. Et drain, porte et source, c'est le transistor à effet de champ. Le FET. Alors, quel est le rendement d'un amplificateur en classe A? Alors, le rendement théorique maximum, c'est 50%. Dans la réalité, quand on obtient 30%, on est très content. Et on peut aussi avoir des rendements plus faibles, comme 3%. Tout dépend ce que l'on amplifie. Mais je pense que l'idée, là, sous-jacente de celui qui a créé la question, c'est quel est le rendement pratique maximum en classe A. Et c'est plutôt autour de 30%. Sur quel étage se forment les harmoniques? Alors là, on en arrive au problème lié ici à ces harmoniques qui sont générées lors de distorsions harmoniques. Et donc, en fait, ça vient lorsque l'amplificateur n'est pas linéaire, donc sur un étage non linéaire. Les autres réponses, là, c'est des perturbateurs, plus qu'autre chose. Quel est le taux de distorsion de l'harmonique 3? Donc là, l'harmonique 3 est ici. Hein, ça, c'est la fréquence fondamentale, harmonique 2, harmonique 3. Et donc ici, c'est 1,5 par rapport à 10, donc c'est 15%. Quel est le taux de distorsion harmonique totale? Alors ça, c'est je ne l'ai pas rajouté ici dans les fiches de synthèse, mais si on veut le calculer, c'est la racine carrée des deux harmoniques présentes, enfin des harmoniques présentes. Alors la racine carrée
de la somme des tensions au carré. On va le faire à la calculette, c'est plus parlant. Alors, hop, tiens, pourquoi il s'est retourné? Pourquoi il s'est arrêté, lui? Ah, ça y est. Alors, pourquoi il s'est mis comme ça? Oh là! Fatigué, Pépère, là? Alors, donc c'est la racine carrée de, j'ouvre ma parenthèse, 4 au carré, il est où mon carré? Le voilà, plus 2 au carré, je ferme ma parenthèse, et donc la tension c'est 4,47 volts, donc ça c'est la tension de ma distorsion, et que je rapporte, alors il faut que je décale ça, il faut que je rapporte ici à la tension de ma fréquence fondamentale, c'est-à-dire 10, donc je divise par 10. Donc ça me donne 44,7%, hein, 0,447, c'est donc 44,7%, ou voilà, 44,7%, elle y est. Ça aurait pu être aussi 45%. Alors ça c'est une question... Non, c'est une question qu'on a inventée, ça. On visualise l'arrêt principal d'un émetteur sur 144,300 MHz. La fréquence, on s'en fout un petit peu. Quelle est la fréquence de l'harmonique 2? Donc ici, on a une raie ici sur 144. L'harmonique 2, ici, bah, c'est 2 fois cette fréquence, donc 288, 600. Voilà, c'est un peu tordu comme question, mais voilà, pourquoi pas. Alors ça, celle-là, c'est une question d'examen. Hein. Il est faux de dire qu'un mélangeur ne produit pas, donc une double négation. Donc en fait, il faut chercher ce qui est vrai. Il est faux de dire qu'un mélangeur ne produit pas F1 plus F2. Ben si, ça produit F1 plus F2. Un mélangeur produit F1 plus F2. Ça ne produit pas F1 multiplié par F2. Par contre, ça multiplie les tensions qui sont en entrée. Ça ne divise pas, et aucune de ces combinaisons. Et évidemment, c'est faux puisque c'est la une. Mais voilà, ça c'est une question très, très tordue, ça. Quelle est la fréquence issue d'un mélange du troisième ordre? Donc les troisième ordres, les voilà. Avec F1 145 et F2 160. Donc on va se les faire au fur et à mesure. 15 mégas, c'est quoi? C'est F2 moins F1. Donc c'est pas un mélange du troisième ordre, c'est un mélange du deuxième ordre, puisque je n'ai que deux fréquences qui sont ensemble. 305, c'est 160 plus 145, c'est encore du deuxième ordre. Donc c'est pas ça. 175, ça me semble pas mal. 175, c'est quoi? C'est alors c'est quoi? C'est alors comment on y arrive? 275. Je la sens bien, mais je ne vois pas comment j'y arrive. Alors, 160 fois 2, moins 145. On va faire ça à la calculette. Voir si c'est le bon. Toc. 160 fois 2, moins 145. Yes! Donc, mon mélange du troisième ordre, c'est ça.
290, c'est 145 fois 2. Donc c'est encore un mélange du deuxième ordre. Un deuxième ordre puisque c'est 145 fois 2. Eh bien, nous revoilà sur les ampli-up, avec un joli gain en tension, donc 330 divisé par 22, ça me fait 15, donc moins 15 puisque je suis ici sur un inverseur. Encore un gain en tension, c'est moins 5, 500 et 100, et donc le moins. Tension de sortie, ici j'ai un rapport de moins 33, donc multiplié par 0,1, ça me donne moins 3,3 volts. Ici, 47, 4700 divisé par 100, ça me donne 47, fois 0,2, moins 9,4. Ah, encore un schéma à la noix. Alors, c'est une entrée ici, donc je rentre ici sur l'entrée non inverseuse, et ici, donc ici c'est ma masse. Donc la contre-réaction, elle est là, donc ça c'est ma résistance de contre-réaction. Je suis ici entre la sortie et l'entrée négative, c'est ma contre-réaction qui est là. Et donc le gain c'est 4,7 divisé par 1, ça me fait ça me fait 4,7, mais comme je suis sur un amplificateur non inverseur, on arrive, j'arrive, hop, je suis sur un non inverseur, donc j'ai 5,7, et donc le gain est de 5,7. Si vous reprenez ce schéma-là, vous essayez de le tordre dans tous les sens, et vous obtenez ce schéma ici. Le gain en tension, donc 33 divisé par 2,2, ça me fait donc 15 plus 1, 16. Et on continue pour voir si on est bon. Et nous sommes bons. Je reviens sur le PDF et je vous souhaite un très bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.